Bonjour à tous et à toutes. Je commence déjà par me présenter. Je m'appelle Basma Zeroual et je suis étudiante en maîtrise en gestion des projets de construction. À première vue, vous êtes sûrement en train de vous poser pas mal de questions sur le chiffre qui est présenté ici. 1 781 000. Un nombre qui est énorme, qui peut référer à tout et à n'importe quoi. Donc, 1 781 000 ici, c'est le tonnage de résidus de construction, rénovation et démolition qui ont été reçus au centre de tri d'après les données de Recyc Québec en 2018. Mais je tiens à préciser que la quantité réelle, elle reste toutefois non identifiée, non quantifiée à la date d'aujourd'hui. Donc, on est sûrement tous d'accord que les débris de construction, ce n'est pas une problématique qui date d'hier. Mais pourquoi moi j'ai choisi d'en parler? Tout simplement parce que j'ai travaillé sur les chantiers et j'ai proprement vu tout ce qui en ressortait. Donc, il y avait les sols rejetés, les sols excavés rejetés, les bouts de bois, les restes d'armature, des briques cassées. Donc oui, ce n'est pas un nouveau sujet, mais c'est toujours un sujet d'actualité et qui requiert toute notre attention. Donc moi, avant de venir à l'ETS, j'avais la chance de travailler sur un des projets du Grand Paris Express. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet du nouveau réseau de métro en région parisienne. C'est un très beau projet d'ailleurs, et sauf que maintenant, au fur et à mesure des travaux, il y a une problématique qui se met en place, c'est celle de la gestion des sols excavés. Donc, juste à titre d'information, 45 millions de tonnes de sol excavé étaient prévues d'ici la fin des travaux. Donc là, on voit très bien que c'est une quantité très énorme et on commence à se poser pas mal de questions sur comment on va valoriser toutes ces quantités. Donc moi, en venant ici au Québec, j'ai fait mes petites recherches, je voulais voir comment est la situation ici. Et là, je me rends compte qu'il y a un projet de prolongement du métro qui était prévu. Je me suis direct dit que si cette problématique elle est traitée en amont du projet, bah peut-être qu'on ne va pas attendre la fin des travaux pour voir à côté tout ce tas de débris et se poser les questions, tiens, comment on va pouvoir valoriser tout ça? Quelles sont les solutions? Donc clairement, ce n'est pas du tout la situation souhaitée. Moi, ici, dans mon affiche, j'ai choisi de traiter la problématique par la méthode du QQOQCCP. Donc là, on se pose les questions qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que le secteur de construction, c'est un secteur d'activité qui est important au Québec. Donc, quelques données pour schématiser ça très rapidement. En 2019, c'est plus de 381 000 établissements qui étaient actifs et au moins 53 milliards de dépenses d'investissement, d'après des données de la Commission de construction du Québec. Donc, les débris qui ressortaient de ce secteur, et on le voit très bien sur le graphique suivant, on retrouve en tête de classement le bois, qui à lui seul, il représentait plus que la moitié du total de la matière sortante. On retrouve après le plastique, les agrégats, les métaux. Je ne vais pas tout citer, mais il y a bien d'autres matériaux de construction. Donc maintenant, les étapes de vie d'une structure, quelle que soit cette structure-là, elle commence toujours par sa conception, puis on a la construction et enfin la démolition. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir incorporer les bonnes pratiques à chacune de ces phases, parce que ces débris, ils ressortent de chacune de ces étapes et aussi ils résultent de processus qui sont très différents. Je prends ici l'exemple d'une nouvelle construction. Là, la gestion, ou on va dire collecter et trier les débris, c'est une gestion qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, comparée à une phase de démolition. Là, on se rend très bien compte que déjà, les quantités sont énormes et en plus, le processus de collecte de tri il est beaucoup plus complexe. Et le pire, c'est quand c'est parce qu'il y a le risque que ces matières-là soient contaminées par des matières qui sont dangereuses. Je cite notamment l'amiante, qui était bien répandu dans les anciennes constructions. Donc, je reviens toujours sur le cycle de vie d'une construction parce que c'est très important. Quand on conçoit un bâtiment ou une route ou un pont, un tunnel, n'importe quelle structure, on parle souvent de notion de durée de vie. On se dit, on va concevoir le bâtiment pour une durée de vie de 15 ans. Parfois plus, parfois moins. Mais ce que je veux dire, c'est que cette durée elle est toujours limitée dans le temps. On est toujours conscient qu'un jour ou l'autre, on va venir pour démolir cette construction ou, le cas échéant, la rénover. Donc, on parle de rénovation. Donc là, ce que je tiens après, pourquoi je parle de tout ça, pourquoi en fait je pars dans le détail, c'est parce que dans le cycle classique, qu'on voit sur la figure 1 ici, il me semble que cette vérité n'est pas vraiment prise en compte. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un processus qui est fermé, comme on voit sur la figure 2. Donc,
Quand on va finir les phases de CRD, il y a les débris qui en ressortent, on va venir pour les incorporer dans la chaîne de production au lieu qu'ils soient juste voués à l'enfouissement. Et par ça aussi, on évite d'extraire de nouveaux matériaux qui sont parfois et malheureusement non renouvelables. Donc ce processus, c'est ce qu'on appelle une construction qui est durable. Une construction durable, écologique et aussi économe, parce que oui, la valorisation, elle est beaucoup plus économique que l'enfouissement. Et là, je vais citer rapidement 2 exemples pour schématiser ça. On retrouve le règlement sur l'incinération et l'enfouissement des matières résiduelles, et aussi le règlement sur les redevances exigibles pour l'incinération des matières résiduelles. Ces 2 règlements, ils ont resserré en quelque sorte les règles sur ce processus-là, ce qui fait que le coût d'enfouissement, il augmente, ce qui rend maintenant le recyclage ou le réemploi beaucoup plus compétitif sur le marché. Maintenant, je pense que la problématique, elle est beaucoup plus claire. Le contexte, il est aussi bien encadré. Je vais essayer de répondre à la question du comment qu'on retrouve ici. Tout d'abord, il faut savoir que le Québec, il a déjà instauré pas mal de lois, pas mal de règlements. Je ne vais pas tous les citer, mais je tiens quand même à citer la loi sur la qualité de l'environnement ou aussi le règlement sur l'incinération et l'enfouissement des matières résiduelles. Ce qui serait maintenant intéressant, c'est de responsabiliser aussi les intervenants, de les impliquer, on va dire, dans ce processus pour les amener à prendre des décisions qui vont s'encadrer dans le développement durable et s'encadrer aussi dans l'économie circulaire de l'entreprise. Il y a une méthode aussi qui est de plus en plus utilisée. Ce qu'on voit ici, c'est l'approche des 3 R. C'est une approche qui a d'ailleurs une très bonne répercussion sur le secteur de construction et elle repose sur, on va dire, 3 processus, la réutilisation, le recyclage et la réduction pour principal objectif la protection de l'environnement. Donc là, inutile de rappeler les nombreux avantages environnementaux de la valorisation des débris et aussi leur impact sur la protection de notre écosystème. Je suis bien certaine qu'on est tous bien conscients. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le processus d'enfouissement qui devient, je trouve, de plus en plus compliqué à mettre en place parce que maintenant, il y a personne ne veut que ces sites d'enfouissement soient à proximité de leur résidence pour plusieurs causes. Je peux en citer plusieurs. Il y a les bruits, il y a le passage des poids lourds, les nuisances ou encore les odeurs qui sont désagréables. Et il y a aussi le fait que ces débris-là, lors de leur dégradation, ils produisent ce qu'on appelle le méthane. Le méthane, qui est un gaz qui favorise le réchauffement climatique jusqu'à 72 fois plus grand que celui du dioxyde de carbone. Clairement, ce n'est pas la situation idéale. Donc, pour finir, cette approche des 3 R, elle est très intéressante, mais je trouve que le réemploi qui, normalement, devrait être priorisé, il n'occupe actuellement qu'une place qui est assez réduite. Ce qui serait donc bien, c'est de pouvoir axer les efforts sur le réemploi des matériaux de construction, ce qui est un défi de taille, je le reconnais très bien, mais comme on dit, le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne produit pas. Je vous remercie de m'avoir écouté.